Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition régionale. Au sommaire de cette édition du jeudi 14 mars, François de Rugy à Brest. Le ministre de l'écologie est venu faire le point sur la pollution émanant du Grande America. Des nappes d'hydrocarbures se sont échappées du roulier. D'importants moyens sont déployés depuis la cité du Ponant. Les rémunérations des agriculteurs ont-elles augmenté? C'était la promesse des États généraux de l'alimentation mis en place au début de l'année. Les négociations entre producteurs et grande distribution viennent de s'achever. Nous ferons le point dans ce journal. Et puis dans le Morbihan, une exposition retrace le parcours de plusieurs habitants de Vannes pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est par le dessin et le conte que l'on retourne dans ces témoignages du passé. Je vous le disais en titre, les opérations autour du Grande America continuent. C'est désormais la phase de dépollution qui est en route suite à l'évacuation de 2200 tonnes d'hydrocarbures en pleine mer. Le roulier de 214 mètres a sombré ce mardi à plus de 200 km des côtes françaises. Le ministre de l'écologie, François de Rugy, s'est rendu à Brest ce jeudi à la préfecture maritime de l'Atlantique. Il a notamment visité le Partisan, l'un des bateaux équipés pour récupérer les nappes d'hydrocarbures. On l'écoute. Il y a donc à ce stade deux nappes, une qui avait été constatée dès hier soir et une autre qui a été constatée ce matin. Nous aurons 4 bateaux sur la zone de pollution pour procéder autant que possible au pompage des résidus donc de fioul lourd. Il faut être très clair, nous faisons tout pour pomper, mais il n'est possible de pomper en mer que si un certain nombre de conditions météo sont réunies. Et il y a, semble-t-il, des fenêtres météo dans les jours qui viennent d'accalmie à la fois du vent et de la mer pour pouvoir pomper. Et les nappes d'hydrocarbures se déplacent vers la Gironde et la Charente-Maritime. À Brest, 200 personnes suivent heure par heure la situation. La Marine nationale, mais aussi le CEDRE, le Chaume, Météo France et Ifremer sont mobilisés depuis le déclenchement de l'incendie sur le bateau. Le porte-parole de la préfecture maritime et un membre du CEDRE détaillent le dispositif. Écoutez-les au micro de Sophie Lecroisier. 1 tonne de produits hydrocarbures récupérés en mer, eh bien, cela évite d'avoir à récupérer environ 10 tonnes de déchets sur la côte. La première nappe d'hier, qui était très liquide, aujourd'hui se présente déjà un petit peu sous forme de plaques et de boulettes. Un petit peu, c'est le tout début. Et la nappe fraîche de ce matin est encore liquide. Donc on va vers quelque chose qui sort et qui est liquide et qui va au fur et à mesure se transformer en plaques, en boulettes. Pour les plus anciens, ça vous rappellera sans doute ce qu'on a eu sur les plages il y a une quinzaine d'années. On s'aperçoit que la dérive est autour d'une vingtaine de nautiques par jour. On est aux 35 km si vous voulez, on est à 353 km de la côte. Le mauvais temps empêche sans doute ou rend plus difficile les opérations de récupération, fragmente les nappes et du coup, oui, force la dispersion, la fragmentation. Depuis plusieurs semaines, les opposants de la centrale à gaz de Landivisiau tentent de retarder le chantier. Les pro-centrales réunis dans le collectif J'espère ont donc décidé de contre-attaquer ce jeudi. Lors d'une conférence de presse, ils ont présenté leurs arguments. Selon eux, la centrale à gaz doit éviter le fameux blackout d'électricité dans la région. Ces acteurs du monde économique mettent en avant l'importance de disposer d'un outil fiable de production d'énergie. Frédéric Lorenzon a rencontré Jean-Paul Chapalin, le président de la CCI de Morlaix. Plus que temps que des gens comme nous qui représentons l'économie locale et régionale, eh bien, s'impliquent dans la défense de ces projets, j'allais dire d'une manière générale. On a des tas de projets qui ne sortent pas aujourd'hui et on n'entend que l'opposition. Eh bien, je crois qu'il était important que, notamment sur la centrale gaz, à l'aide de spécialistes comme on vient de voir, eh bien, on se dise qu'il est plus que temps de réagir. Non, mais il faut être très pragmatique. Qu'est-ce que nos entreprises ont besoin? On n'a pas les moyens de risquer une perte. Voilà, on n'a pas les moyens d'être en rupture de fourniture. Donc, rendez-vous compte, si on arrête une usine comme Sermeta sur Morlaix, 700 personnes à l'arrêt, c'est complètement impensable. Nous continuons à détailler l'actualité de la région avec votre chronique La Bretagne en 5 infos, signée Benjamin Bréon.
Les supporters brestois sont furieux et ils le font savoir. La décision de la préfecture du Morbihan de leur interdire le déplacement à Lorient samedi pour le derby breton de Ligue 2 de football ne passe pas. Les deux principales associations de supporters appellent donc leurs membres à s'y rendre quand même. Ils ont d'ailleurs reçu le soutien de plusieurs joueurs mécontents de ne pouvoir compter sur leur public. Chaud d'ambiance en perspective. Jour de fête, mais aussi de galère pour les supporters rennais. Ils étaient 6000 à être attendus ce jeudi soir à l'Emirates Stadium à Londres pour le 8e de finale retour de la Ligue Europa contre Arsenal. Et tandis que les premiers arrivés se chauffaient déjà, c'était plus dur pour des dizaines d'autres coincés gare du Nord à Paris par un mouvement social de douaniers et des annulations d'Eurostar. Coup d'envoi à 21h, on leur souhaite d'être arrivés. Un homme de 60 ans est porté disparu depuis ce jeudi matin à Plonéour-Lanverne dans le Finistère à la suite de l'incendie de son pavillon. Son épouse avait pu être sortie du brasier par un voisin. Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés et cherchaient toujours dans les décombres, dans l'après-midi, le corps du sexagénaire. Chantier d'envergure à Saint-Médard-sur-l'Île, en Ille-et-Vilaine. Plus de 7 ans après l'accident entre un camion et un TER qui avait fait 3 morts et 45 blessés au passage à niveau, un viaduc de 240 mètres de long et 13 mètres de haut est en cours de construction. Il est accompagné d'une déviation de 900 mètres et d'un passage souterrain pour piétons pour un total de 12 millions d'euros. Quelques 1200 véhicules empruntent chaque jour cet itinéraire. Enfin, alerte événement, le nouvel album de Renan Luce sortira le 24 mai. Un album mélancolique et malicieux sur fond d'orchestre pour lequel le Morlaisien a reçu le télégramme chez lui à Saint-Jean-du-Doigt. Son interview est à retrouver ce vendredi dans le Télégramme et sur letélégramme.fr. Nous en venons à présent à notre dossier consacré au prix des produits alimentaires dans la grande distribution après la mise en place de la loi Egalim au début de l'année. Selon une étude de l'Institut Nielsen, l'inflation serait de 2,6% en moyenne dans les supermarchés, une hausse qui devait servir les rémunérations des agriculteurs. Mais qu'en est-il réellement? Les producteurs ont-ils pu reprendre les rênes des négociations avec la grande distribution? Des négociations qui se sont achevées la semaine dernière. Sophie Lecroisier est allée à la rencontre des différentes filières. Une seule et même loi pour plusieurs filières agricoles. Certaines, comme les producteurs de lait, ont déjà amorcé une logique de vente par contrat avec des prix planchers, leur assurant une plus juste rémunération. Mais pour les éleveurs de porc et les producteurs de légumes, l'application de la loi n'est pas si simple. Ils dépendent du marché au cadran qui impose ses prix au jour le jour sur le principe de l'offre et de la demande. Sur le porc, aujourd'hui, donc avec un prix de base qui est à 1,17 €, 1,18 € et qui plus est avec un prix de l'aliment qu'il consomme, le porc, qui est élevé par rapport à certaines moyennes, il est clair qu'aujourd'hui on est vraiment dans le dur. Les trésoreries sont très très tendues actuellement. Considérer que toutes les difficultés liées à la filière sont liées au marché au cadran, c'est faux. La filière doit donc se réorganiser pour répondre davantage aux demandes actuelles des consommateurs. On a un certain nombre d'élevages qui sont en label et d'autres qui sont sur des caractéristiques particulières, notamment par rapport au bien-être animal. Et tout ça fait que, en contrepartie, ce sont aussi des nouveaux contrats qui arrivent et qu'on n'était pas habitué à connaître dans la filière porcine. Autre cas, celui des producteurs de légumes. Ils sont soumis à des contraintes inflexibles. Selon leur région, le climat, la météo, les rendements varient. Voilà pourquoi il est difficile de s'éloigner du principe du marché au cadran. Pourtant, certains maraîchers ont trouvé une organisation plus satisfaisante. On travaille avec une coopérative à Tollet, l'Armorique maraîchère. Donc c'est une coopérative où on est une vingtaine de producteurs. C'est pas le négociant lui-même qui décide de nos prix, quoi. On n'a pas de contrat directement avec un seul négociant. Il y a plusieurs négociants qui peuvent acheter nos produits. Donc si un négociant est d'accord de payer plus cher un produit, c'est lui qui a le marché. La clé des négociations se trouverait donc en partie dans le regroupement d'agriculteurs en coopérative. Cette organisation réduit la concurrence entre producteurs et leur donne plus de poids face aux acheteurs. Il y a eu des dérives quand même, hein. Beaucoup d'agriculteurs se plaignent du fonctionnement des coopératives. C'est pour ça aussi qu'il y a eu les ordonnances de l'article 8 sur les coopératives qui va permettre de remettre un petit peu ce bon système. C'est un bon système, mais il faut le remettre à plat et que les agriculteurs se réapproprient ce système de coopérative. Une remise à plat nécessaire pour valoriser la profession auprès des jeunes. Moi, je connais beaucoup d'agriculteurs qui vivent très bien de leur production,
qui ont effectivement choisi des modèles alternatifs, que ce soit le bio ou autre, hein, pas obligatoirement en bio, mais aussi en circuit court, etc. Donc il y a des modèles qui peuvent convenir à nos jeunes. L'enjeu de la transmission est primordial face à la démographie des agriculteurs. Dans certaines filières, un producteur sur 2 sera parti en retraite d'ici 10 ans. Nous allons maintenant à Vannes pour parler d'une exposition consacrée à la Première Guerre mondiale. Les archives départementales ont choisi une approche originale pour raconter les témoignages d'habitants de la ville. Un conteur et une dessinatrice dévoilent ces vies. Une approche artistique à découvrir jusqu'au 21 juin à Vannes. Adeline Poyot s'est rendu sur place. J'ai trouvé ma place dans les gravures d'un monument. Pour l'heure, c'est une façon de ne pas tomber dans le néant. Ils sont fermiers, bouchers ou maires. Ces visages pourtant fictifs incarnent des récits bien réels. Les visiteurs peuvent, à travers un parcours sonore, entendre 7 habitants d'un village morbihanais aux histoires réalistes. Grâce à la voix d'Achille Grimaud et au dessin de Gaël Flao, les trésors des archives départementales se mettent au service de la mémoire collective. On avait des instants d'une veuve, des instants d'un poilu, et pour que le discours soit plus compréhensible, il nous semblait intéressant de créer un récit, mais même s'il est fictionnel, il est basé sur des faits historiques réels, et on voulait retranscrire cette charge émotionnelle que la population a pu connaître il y a 100 ans. Une approche originale de la Grande Guerre qui se veut accessible, notamment pour les enfants. Même si ces récits sont l'œuvre de la sensibilité des artistes, la base de travail, c'est bien le fait historique. Ça a été une liberté d'imaginaire, mais attention, il y avait toujours il y a une sorte de travail de va-et-vient avec les archives qui consistait à voilà où j'en suis dans l'écriture, est-ce qu'on peut garder cette part de fiction par rapport aux données que vous m'avez données. C'est-à-dire que les archives étaient très vigilants par rapport aux données historiques et surtout aux chiffres. C'est quelque chose où on se réinterroge, on se réapproprie la guerre 14-18. Une véritable immersion à travers des vies fragmentées par la guerre. Il vous reste 3 mois pour rencontrer ces personnages historiques et artistiques. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition. Merci à vous d'avoir suivi ce journal préparé par vos rédactions locales. Ce soir, dans votre magazine L'Instant T, Pauline Ferco vous parle entre autres de l'oreille, l'audition, un sens auquel il faut faire attention, car ce jeudi, c'était la journée nationale de l'audition. Elle reçoit le responsable du service ORL du CHU de Brest pour en parler. Vous la retrouvez à 19h15 et à 23h15, et puis en replay aussi sur TB Sud et TBO. Je vous donne rendez-vous demain à 19h. Belle soirée sur nos antennes.